de l'ONU qui avait demandé une trêve humanitaire, à Gaza notamment. Donc, sur les 193 pays membres de l'ONU, il y avait 120 qui ont voté pour, 14 ont voté contre et 45 se sont abstenus. Et d'après les informations que j'ai eues quand je préparais cette conférence, bien entendu, la majorité des pays africains ont voté pour. Et quelques pays africains ont décidé de l'abstention. C'est le cas, par exemple, du Bénin, du Burundi, du Togo, de l'Eswatini, du Libéria, du Rwanda, de Sao Tome et Principe, des Seychelles, du Burkina Faso et du Togo enfin. Alors j'ai demandé, si vous me recevez encore une fois, Zildas, comment expliquez-vous cette position de l'Afrique par rapport à cette trêve humanitaire, ou si vous voulez même à ce conflit, Zildas? Bah, moi, ça me fait marrer, En fait, je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. De répondre à ta question, juste pour dire que voilà, l'échange des soldats et des prisonniers dans ce conflit-là a toujours existé. Vous vous rappelez bien, il y avait eu un soldat en 2011 qui a été échangé, beaucoup de prisonniers palestiniens. Juste pour dire que voilà, cette idée d'échange aujourd'hui, dans mais là, ce n'était pas n'importe quel prisonnier aussi. Voilà, c'était juste un militaire, un soldat israélien. Mais là aussi, il y a des familles, il y a des exigences, il y a des exigences que les familles font à l'égard de l'État israélien. Donc, du coup, et je pense que Moussa Ndiaye a répondu. En fait, là, concernant ta question, juste pour répondre à ta question, moi, je ne sais pas si je dois en rire ou bien en pleurer. Vous savez pourquoi je demande si je dois en rire ou je dois en pleurer? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on dirait qu'il y a une certaine compétition ou bien un tournoi de lâcheté que les dirigeants africains, en fait, cherchent à faire ou bien cherchent à rafler la mise dans cette situation-là, sur ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Vous prenez l'exemple de la République démocratique du Congo. Elle est pro-israélienne. Rwanda, les idées que promeut le président rwandais, j'ai oublié, Kagame. Ils sont proches. Elles sont proches, ces idées-là, de Benjamin Netanyahu. Et donc, du coup, comment se fait-il dans un pays ou bien dans un continent où la quasi-totalité de jadis a vécu 14 siècles d'esclavage, en fait, après la colonisation, et donc, du coup, en fait, ces pays-là s'inscrivent dans des logiques. Je pense qu'il faut aussi ajouter l'apartheid, mais aussi l'apartheid. Il y a l'apartheid aussi. Et donc, du coup, comment ces pays-là peuvent s'inscrire dans cette logique de neutralité axiologique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, je ne sais pas. Mais ces pays-là, aujourd'hui, doivent comprendre que ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient était à 2 doigts de se passer si les Juifs venaient à être présents en Afrique. Et donc, du coup, cette hypocrisie-là que les pays africains font, moi, ça me dépasse. En fait, je suis dégoûté, de voir qu'il n'y a pas cette étincelle d'humanisme à l'égard des Palestiniens. Aujourd'hui, les Palestiniens sont en train d'être bombardés, tués, massacrés, mais il y a des votes. Mais beaucoup de pays, moi je pense que c'est beaucoup de pays aujourd'hui ont pris cette position de neutralité ou bien se sont inscrits dans la loi de la léthargie. Silence total. Comme si l'Afrique a toujours été atone, même si elle a toujours été. Moi, en fait, je suis contre cette idée de se dire que voilà, je vais être neutre concernant ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Donc, les pays africains, dans une certaine mesure, doivent comprendre que actuellement, ce qui se passe au Moyen-Orient pouvait leur arriver. Et donc, s'inscrire dans cette logique. En fait, ce que vous dites pour juste le conforter, je pense que c'était aussi le même cas avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Beaucoup de pays africains
se sont abstenus, à l'image même du Sénégal. Oui, tout à fait. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de dire que voilà, pour des positions politiques, je vais me défaire de toute idée d'humanisme. Aujourd'hui, je pense que ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, ce que vivent les Palestiniens, il faut avoir des brins d'humanisme ou il faut être d'une barbarie incommensurable pour prendre une position de neutralité. En fait, mais Joe Biden, quand il est venu voir Benjamin, vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, bah, tu as le droit certes de se défendre, mais n'oublie pas qu'il y a le droit international qu'il faut respecter. Emmanuel Macron a fait la même chose. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, en fait, les pays occidentaux qu'on indexe, qu'on dit qu'ils sont hypocrites, ces pays-là s'inscrivent beaucoup plus dans l'humanisme que les pays africains. Alors que la plupart est neutre. Joe Biden, juste pour encore reconforter ce que vous êtes en train de dire, Joe Biden a même parlé de justice, puisque en Israël, il a eu à dire qu'il est impossible de regarder ce qui est advenu en Israël et ne pas réclamer la justice. Bah, tout à fait. Mais en fait, moi, c'est ça qui me dégoûte, en fait. Le fait que, en fait, nous, on a vécu des siècles d'esclavage. On a vécu l'apartheid. Et donc, du coup, il y a l'apartheid. Actuellement, ce que les Palestiniens sont en train de vivre, c'est l'apartheid total. Ce que les Palestiniens sont en train de vivre, c'est la colonisation. Mais les pays africains doivent être au premier rang pour dénoncer ce qui se passe. Mais ils sont tous sombrés dans la loi de la léthargie. Et c'est ce qui est dommage. Et là, Gildas, toujours, on va rester dans cette discussion-là. Est-ce que ce que j'ai compris, bon, vous allez me dire si j'ai raison ou pas, mais est-ce que vous êtes en train de dire que la position des États-Unis, même si on allié de l'Israël, est-ce que cela pourrait aussi être passé en Afrique, comme vous venez de le dire, avec l'esclavage, la colonisation, l'apartheid, et ainsi de suite? Les Africains aussi doivent prendre position pour pouvoir prendre parti dans ce conflit-là. En fait, je dis aujourd'hui, par exemple, si tu prends l'exemple de la République démocratique du Congo, qui est un soutien inconditionnel à l'État d'Israël, à l'État, au gouvernement sioniste de Benjamin Netanyahu, parce que la République démocratique du Congo, elle est catholique, en fait, elle est chrétienne. Est-ce que en fait, elle est chrétienne? Et donc, du coup, aujourd'hui, Benjamin Netanyahu a dit, je ne sais pas, dans une prophétie de la Bible, le fait de se battre contre une idéologie qui sème la terreur. Mais le président de la République démocratique du Congo a soutenu ce qui... Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux pour un pays où actuellement même, on a tué récemment je ne sais pas si vous êtes au courant, il n'y a même pas 2 jours, voire 3 jours, on a tué des gens à la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, personne n'en parle, en fait. Personne n'en parle. Moi, je pense que Joe Biden cherche à défendre ses intérêts parce qu'aujourd'hui, défendre l'Israël, ce n'est pas quelque chose qui est fortuit comme ça. Non, ils le font, les États-Unis le font parce qu'il y a des intérêts qu'il faut défendre. Et donc, du coup, je ne vais pas répéter des choses que tout le monde sait. Les États n'ont ni amis, ni ennemis, ils n'ont que des intérêts à défendre. Absolument. En fait, juste pour revenir à la déclaration de Joe Biden quand il était en Israël, il a eu à dire, comme je l'ai dit tantôt, il est impossible de regarder ce qui est advenu en Israël et de ne pas réclamer la justice. La justice doit être rendue. Après le 11 septembre, nous étions enragés aux États-Unis. Nous avons cherché la justice, nous l'avons obtenue. Est-ce que c'est une façon de pousser à l'Israël, si vous voulez, d'attaquer les Hamas pour pouvoir rendre la justice comme il est? C'est ça. Donc, est-ce que Joe Biden a parlé de cette colonisation Cisjordanie? Est-ce que Joe Biden a parlé des bombardements que à chaque instant Israël fait sur la population palestinienne? Il n'en a pas parlé. Et pourtant, dans ce conflit-là, dans cette guerre-là, perpétuelle, si nous faisons en fait la statistique, il y a plus de morts palestiniens. Et donc, pourquoi Joe Biden ne parle pas de ça?
En fait, merci. C'est intéressant. Bon, je vais juste donner 2 minutes à M. Ndiaye si vous me recevez. Bon, je vais peut-être revenir sur cette hypocrisie que Human Rights Watch parlait. Donc, je vais peut-être revenir un peu sur la vision, comme je l'ai dit tantôt à l'entame de mon propos. J'avais dit effectivement que c'est un conflit qui a divisé le monde. Il y a les États-Unis, l'Union et d'autres pays occidentaux, si vous voulez, ont tous condamné les attaques du Hamas contre Israël. En revanche, donc, à l'image de la Chine et de la Russie, ont toutes les deux, si vous voulez, refusé de condamner le Hamas et affirment qu'elles maintiennent le contact avec les deux parties au conflit. Donc, je demande, faut-il vraiment affirmer ce que Human Rights Watch avait dit? Donc, je rappelle que Human Rights Watch avait dit tout simplement que l'hypocrisie de l'Occident et son double standard à Gaza. Donc, est-ce que vous affirmez cette hypocrisie-là ou bien pour vous, donc c'était juste une position idéologique? Pour au jeu que posent les Occidentaux, moi, je l'ai toujours dénoncé, mais référence à ce que Pascal Bouchon disait, que la puissance, c'est la capacité de faire faire. Les États africains, est-ce que nos États-là ont la capacité de faire bouger personne? C'est quoi, qu'ils condamnent ou pas, ils ne peuvent rien faire. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que lorsque les Américains ont voulu envahir l'Irak, lorsque Colin Powell avait cette fiole d'anthrax-là, en montrant à tout le monde qu'il y a des armes de destruction massive sur le sol irakien, que Saddam était prêt à écraser pratiquement le Moyen-Orient et pratiquement l'État d'Israël. Mais le Conseil de sécurité de l'ONU avait refusé. Qu'ont dit les Américains? Ils ont dit par A ou par B, nous allons attaquer l'Irak et personne ne peut nous empêcher d'attaquer vraiment Saddam Hussein. Dominique de Villepin, Premier ministre français, avait refusé. Chirac avait refusé, mais qu'ont fait les Américains? Ils sont partis en Irak. Ils ont la capacité de faire faire. Nous, les Africains, on est là pendant ce temps-là à faire avec la demi-mesure, d'être vraiment sanctionnés par peut-être les Occidentaux ou en craignant tout simplement que des boycotts puissent être faits par ces pays-là, parce qu'on sait que avec la crise que vous avez vue au Mali, avec la crise au Sahel, vous avez vu la CEDEAO, donc c'est des pays qui ont refusé pratiquement de sanctionner le Mali et on a eu le boycott de l'Union européenne, ainsi de suite. Donc pour vous dire tout simplement qu'il y a une hypocrisie occidentale, mais aussi une hypocrisie africaine, ça c'est sûr. Ça c'est sûr par rapport à cette situation-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les Occidentaux, la Chine, excusez-moi, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, donc ces pays-là qui sont au niveau de ce Conseil de sécurité-là, ces 5 membres permanents qui, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à présent, dominent pratiquement le monde, ont vraiment une main basse sur pratiquement toutes ces zones de conflit-là. Et sans eux, sans ces pays-là, pour eux, je dis, pour tout ça, ils ne peuvent pas régler que la Russie et la Chine sont en train de servir d'exemple. Ils ont montré au monde qu'il faut discuter avec le Hamas, mais aussi il faut discuter avec Israël. Parce qu'il ne faut pas venir comme ça et condamner vraiment le Hamas et dire que non, c'est des terroristes, on ne va pas parler avec ces gens-là. Parce qu'on sait que le Hamas a combattu pour la libération vraiment de son pays, de ses territoires, de la même chose que le Fatah, et ainsi de suite. Donc c'est une guerre de libération qui se déroule actuellement là-bas. Donc cette guerre-là n'a pas commencé hier. Depuis 48 jusqu'à présent, ils se battent. Mais cette hypocrisie consiste à ce que Macron, Biden et d'autres plénipotentiaires se déplacent vraiment au niveau de Tel Aviv pour montrer leur solidarité ou pour faire une volte-face en disant que non, il faut qu'il y ait justice. Quelle justice on parle? Mais un pays qui a été condamné combien de milliers de fois depuis 40 jusqu'à présent, qui n'a jamais appliqué les résolutions de l'ONU. Et on pense qu'aujourd'hui, la CPI ou je ne sais pas quel organisme va amener la justice entre Palestiniens et Israéliens. Non, ça, il faut qu'on ne se détrompe plus. Il ne faut Merci, M. Diaye. Bon, je vais devoir couper encore une fois pour
faire un basculement vers nos participants qui sont là. Et... je ne sais pas si je peux... Zil, là, je ne vais pas accepter, hein, vous allez m'excuser, mais je vais devoir accorder maintenant la parole à nos participants, parce que juste vous avez eu à développer beaucoup de... Oui, bon, disons, si vous voulez, bon, si vous insistez, je vais vous donner juste une minute. Je ne sais pas si on va y revenir ou pas, si vous allez nous poser encore une question. En fait, juste pour dire je dois vous dire que, comme vous le savez, hein, bon, c'est une thématique qui pourrait en tout cas engendrer plusieurs pistes de réflexion, mais on ne peut pas se permettre de revenir sur toutes ces réflexions-là. C'est quasi impossible. Voilà. Si vous voulez faire des suggestions, mais aussi donner leurs préoccupations relatives à la thématique. Donc, c'est ce que je voudrais faire, si vous permettez. Peut-être que dans les discussions, vous aurez le temps de revenir sur des choses qui n'ont pas été dites et que vous avez envie de dire. D'accord. Juste 30 secondes, juste pour dire que voilà. Moi, je fais mienne de la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, c'est le fondateur du progressisme, en fait. Pour lui, tout devient politique. Et donc, dans sa pensée, la politique prend en charge toute la totalité du réel. Et la finalité de la politique devient ou peut devenir l'élimination du mal. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour que ce conflit-là puisse être définitivement réglé, il faut des moyens politiques. Mais il dit, dans l'élimination du mal, son applicabilité, l'applicabilité de l'élimination du mal, c'est l'élimination aussi des méchants. Et moi, la question que je me pose, l'Occident connaît les méchants et il ne parvient pas à dire, à pointer du doigt les méchants, mais s'inscrit dans cette logique d'hypocrisie et c'est la raison pour laquelle ce conflit-là, pour qu'il puisse se résolver, ce sera très difficile. C'est ça que je voulais juste ajouter. Merci. Je vais vous repasser la parole. Chacun va parler 1 minute 30 secondes, entre Gilles et M. Ndiaye. Donc, c'est juste pour que vous nous donniez en tout cas quelques conséquences qui pourraient être engendrées dans le cadre de ce conflit-là. M. Chadi, si vous me recevez, je voudrais que... surtout dans l'avenir, hein, parce que déjà, il y a des conséquences qui sont devant nous. À le rappeler, quand je prenais la parole de mon propos, j'ai cité quelques conséquences qui sont déjà là, mais je veux parler de l'avenir, qu'est-ce qui pourrait venir, en tout cas, dans le cadre de ce conflit-là. Vous avez vu, il y a beaucoup de choses, notamment l'hypothèse de la Troisième Guerre mondiale. Effectivement, il y a beaucoup de conséquences qui peuvent découler de ce conflit, mais l'une des premières conséquences, c'est un conflit à grande envergure au niveau de cette zone-là. Parce qu'on sait que le Moyen-Orient est une poudrière. Déjà, il y avait une rivalité chiite saoudienne-iranienne. Donc, après cette rivalité-là, malgré que ce conflit a permis qu'il y ait des rapprochements entre vraiment Ben Salman et vraiment l'ayatollah iranien. Mais l'autre aspect aussi qu'il faut souligner, c'est qu'il y avait un conflit en Syrie. Actuellement, Israël est en train de bombarder les bases en Syrie, les Américains aussi, la même chose. La République islamique d'Iran est en train de mettre en selle pratiquement ses pions, à savoir le Hezbollah et d'autres groupes qui sont dans cette zone-là. Même vraiment, Daesh est en train de se montrer. Donc, pour vous dire que tout simplement, cette zone est une poudrière. Et si ce conflit-là ne s'arrête pas ou qu'on n'essaie pas de le régler, l'Iran même peut entrer en conflit parce que les mollahs iraniens prévoient vraiment d'envoyer peut-être des troupes au niveau de la frontière libanaise. C'est pourquoi les Américains se sont précipités et déployé leur flotte au niveau des côtes israéliennes. Et c'est un conflit qui risque d'être un conflit à grande envergure dans cette zone-là. Mais il est important de souligner aussi que cette retenue qu'a eu la Russie, si je parle de retenue, c'est que la Russie, certes, négocie avec les deux. La Russie parle avec le Hamas, en même temps parle avec Israël, mais en même temps, les autorités russes ont fait savoir au régime iranien et au régime israélien qu'il n'est pas question qu'on vous laisse déclencher un conflit à grande envergure au niveau de cette zone-là, parce que ça risque d'être un conflit atomique.
ça ne va plus être le même type de conflit en 56 ou en 48, ainsi de suite. Ça va être un conflit qui peut dégénérer, donc avoir d'autres ramifications, que ce soit au niveau de l'Asie ou au niveau de l'Occident, jusqu'à basculer vers une troisième guerre mondiale. Parce que, je vous le dis, je vous le répète depuis tout à l'heure, il y a des soubassements, il y a des intérêts économiques qui vraiment étalent ce conflit-là, et l'Occident ne peut pas le mettre vraiment à jour, ne peut pas le dire donc à sa communauté. C'est pourquoi il urge donc de résoudre ce conflit. Merci beaucoup. Merci. Zil, bon, je ne vais pas parler, vous allez juste s'inscrire dans la même logique. Selon vous, les conséquences qui pourraient engendrer de ce conflit-là? Pour être pragmatique, Moussa Ndiaye a tout dit. En fait, je vais juste terminer par cette citation de Einstein qui dit je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c'est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à des coups de bâton et de silex. Moi, je pense que si l'on ne fait pas attention, si on est dans cette civilisation barbare, où la barbarie est au-dessus de tout, en fait, ce sera la guerre et la guerre totale. Donc, ce conflit-là peut nous mener à une guerre totale. Merci beaucoup. Je pense que les participants ont certainement pris des notes et je pense que ça leur servira en tout cas pour avoir une approche beaucoup plus, si vous voulez, précise de ce conflit-là. Et je vais retourner vers vous, chers participants, si vous me recevez, bien entendu. Et je rappelle que cette conférence sera enregistrée. Donc, au sortir de la conférence, peut-être demain, peut-être que si les gens ont envie de visionner la conférence, je pourrais leur partager. Donc, il y a en tout cas notre technicien qui est là, qui est certainement en train de l'enregistrer. Voilà. Alors, on va revenir pour ne pas faire une longue tirade, je vais revenir à nos participants. Donc, le débat est ouvert. Ceux qui ont des contributions, des questions, posez-les à nos panélistes qui sont là pour répondre à vos préoccupations. Donc, il suffira tout simplement de cliquer sur la main qui est en bas. Vous prenez la parole pour pouvoir vous exprimer, faire votre contribution ou bien poser votre préoccupation. Nos panélistes essaieront d'apporter des éléments de réponse. Voilà. Donc, il y a une question qui est déjà posée. La première, c'est quels sont les mécanismes déjà mis en place pour la résolution de ce conflit-là? Quels sont les mécanismes déjà mis en place pour la résolution de ce conflit? Ça, c'est la première question. Vous pourrez le prendre, M. Ndiaye et Zilda, si vous me recevez, bien entendu. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui explique l'échec de la résolution de ce conflit depuis longtemps? Là, c'est la deuxième question. Et la dernière question qui a été écrite ici, c'est quelles sont les instances en cours en tant que bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire, il a parlé de quel élément de réconciliation. Comment ces dialogues peuvent-ils contribuer à la stabilité et à la prévention de ce conflit? Bon, si vous me recevez, je vais revenir à vous, Zildas. Bon, la première question est de savoir quels sont les mécanismes déjà mis en place pour pouvoir résoudre ce conflit. Zildas, si vous me recevez, vous répondez à cette question juste pour 1 minute. Je vais, parce que cette question-là, moi, je pense qu'il n'y a pas de mécanisme. Quand vous parlez de mécanisme, vous faites référence à quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moyens qui ont été mis en place pour qu'on puisse arriver à une détente? Il n'y a pas. Moi, je pense qu'il n'y en a pas du tout. Aujourd'hui, l'organisation qui est chargée de résoudre ce conflit-là, c'est l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que l'Organisation des Nations Unies s'est inscrite dans cette logique de processus de paix? Moi, je ne le vois pas. Et même si l'Organisation des Nations Unies s'est inscrite dans cette logique-là, d'accord, supposons, admettons, mais aujourd'hui, nous l'avons dit tout à l'heure,
Benjamin Netanyahu, c'est un gars que je considère comme un va-t-en-guerre, et donc qui n'est pas pour la paix, qui est pour la colonisation. Et donc, on ne peut pas trouver des moyens qui peuvent être supposés mettre en place un processus de paix. Parce que tous les processus de paix, depuis 1973, 1993, jusqu'à aujourd'hui, ces processus de paix-là ont été bafoués, violés par l'État israélien. Et donc, du coup, on ne peut pas dire que on a mis en place un processus de paix. Autre chose aussi, j'ai dit tout à l'heure que tout est politique. Et pour régler ce souci-là, ce problème-là, il faut mettre en place des moyens politiques pour le régler. Mais une fois que, par exemple, il y a eu une détente, par exemple. Une fois, par exemple, nous prenons l'exemple de ces échanges entre les otages et les prisonniers du Hamas, et qu'il y a une détente. Mais personne n'en parle après. Et ça a toujours été comme ça. Moi, je pense que l'idée, c'est de faire quoi? L'idée, c'est de créer 2 États. Et je pense que même si le 14 mai 1948, les Palestiniens n'étaient pas d'accord sur ça, aujourd'hui, je pense que la plupart des Palestiniens sont pour la création de 2 États. Reconnaître Israël accepte qu'un État palestinien puisse être créé. Merci. Emmanuel Macron a dit que l'idée de 2 États n'est pas obsolète. Donc, je pense que, comme tu l'as dit, ça pourrait permettre à ce qu'on aille vers une paix, en tout cas durable, si vous voulez, de ce conflit-là, ou bien mettre en terme définitif même de ce conflit-là. Alors, M. Ndiaye, je vais vous poser une deuxième question. La première question, bon, c'est déjà répondu. La deuxième question, c'est peut-être qu'après... Vous allez me permettre... Je peux apporter peut-être des précisions sur la première question aussi. Tout à fait. Oui, par rapport aux méthodes de résolution... Oui, dans la deuxième question. Après, vous devez poser la deuxième question. Vous aurez le temps de revenir sur la première question. Oui. Allez-y. Pour la deuxième question, c'était quoi encore? Parce que... Oui, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui explique l'échec de la résolution de ce conflit depuis longtemps? Donc, les questions sont liées en fait. Oui, parce que cette deuxième question rejoint même la première question. Parce qu'au niveau international... Voilà pourquoi je dis les 2 questions sont liées. Effectivement, depuis la création de l'Organisation des Nations Unies jusqu'aux années 90, donc il y a des méthodes de résolution des conflits qui ont été mises en place. Le premier a été... Donc, la résolution d'une association, comme vous le savez, la résolution d'une association a été utilisée en Corée parce que la Corée du Nord et la Corée du Sud sont entrées en conflit de 50 à 53, donc résolu par l'armistice de Panmunjom. Donc, cette résolution d'une association a permis l'envoi de casques bleus pour essayer de séparer les 2 pays. Et ces casques bleus, c'était des soldats américains qui ont plutôt envahi la Corée du Nord pour aller jusqu'à la Chine au niveau du fleuve Yalu, qui ont été ensuite renvoyés par la Chine jusqu'au 38e parallèle. Donc, cette méthode de résolution de conflit était applicable entre 2 États. Donc, le monde avance, on est en période de guerre froide. Une deuxième méthode de résolution va avoir, c'est-à-dire la responsabilité protégée dans les années 90. Donc, à un moment donné, la communauté internationale a vu qu'il y a eu des massacres comme le génocide rwandais, ou ce qui se passe au Congo, ou d'autres qui en passent, donc où des présidents usent de leur puissance pour essayer de déstabiliser ou de faire des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité contre une bonne partie de leur population. À ce moment, la responsabilité protégée a été mise en place et cette responsabilité protégée permet à la communauté internationale d'agir, c'est-à-dire de faire lever une puissance armée et d'aller empêcher ce président-là à frapper pratiquement cette minorité-là. C'est ce qui s'est passé en Libye, où lorsque Kadhafi avait déclaré que Benghazi, il faut les mater comme des rats, ainsi la France et la Grande-Bretagne ont brandi cette résolution au niveau du Conseil de sécurité, et ça a été utilisé. Donc vers les années 2000, donc, vous allez voir la protection responsable, qui permet donc à la communauté internationale aussi d'avoir des visées protectrices pour une bonne partie de la population. Mais ces méthodes de résolution ont été appliquées et donc dans des conflits majeurs, pour empêcher vraiment ce qu'on appelle les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Maintenant, si on en revient au conflit israélien, ces méthodes de résolution ne sont pas applicables au conflit israélien parce que tout simplement, c'est un conflit aussi de décolonisation.
jusqu'à présent, il y a un pays qu'on n'accepte pas, je veux dire, qu'il accède à l'indépendance, parce que la Palestine est favorable actuellement pour la création de 2 États, mais Israël, avec à sa tête Benjamin Netanyahou, qui est de l'extrême droite, ne veut pas d'une création de 2 États, parce que tout simplement, Benjamin Netanyahou estime qu'il ne peut pas y avoir 2 armées. On ne peut pas permettre à la Palestine donc d'avoir une forte armée en face de l'armée israélienne, ce qui est tout à fait vraiment regrettable, parce que pour amener ces 2 parties-là à vraiment des solutions à la paix, il faut permettre la création tout simplement de 2 États. Et ces méthodes de résolution qui ont été mises en place ne sont pas ni applicables en Syrie actuellement, ni applicables au niveau du Moyen-Orient dans ce conflit israélo-palestinien, parce que c'est un conflit de décolonisation, c'est un conflit qui a aussi des soubassements internes, mais aussi régionaux et internationaux. De ce fait, ces mécanismes sont obsolètes. Donc, il faut faire aussi attention par rapport à cette communauté internationale. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, cette communauté internationale regroupe pratiquement, je ne dirais même pas 3 États qui dominent pratiquement le monde et qui pensent que c'est à eux de définir et d'édifier les méthodes ou les moyens qu'il faut user pour peut-être se défaire ou aider une bonne partie des populations du monde. Donc, il est important qu'on mette en place d'autres méthodes de résolution. C'est dans cette lancée que s'est tournée la Russie et la Chine. Les diplomates russes et chinois sont en train d'entamer des pourparlers officiels comme officieuses aussi avec vraiment les interlocuteurs du Hamas et de l'État hébreu pour voir comment sortir de cette situation-là. On ne peut plus laisser la main à l'Occident. On ne peut plus laisser cette main-là au G7 qui va décider où on va parler, où on va discuter. C'est le même cas de conflit, par exemple, lorsque je prends entre la Russie et l'Ukraine, où les Occidentaux pensaient avoir la main par rapport à la résolution de ce conflit-là. On a vu des délégués russes aller à Ankara répondre à Erdogan. On a vu des délégués ukrainiens aller à Ankara répondre à Erdogan. Tout simplement pour vous dire que donc, les enjeux sont en train de tourner. L'Occident est en train de perdre la face. Et il faut comprendre aussi que vraiment, cela risque de bouleverser les problèmes géopolitiques qui sont actuellement en jeu. Merci beaucoup, Sengai. La question, je pense qu'elle est très bien répondue. Donc, il y avait la personne qui l'avait posée n'était pas présente. Elle vient juste de revenir parmi nous. Alors, ça va se poursuivre. Donc, s'il y a toujours des participants qui ont des questions ou des contributions, allez-y. Je l'ai dit tantôt, donc vous allez juste cliquer la main qui est en bas pour prendre la parole. Donc, si vous avez des contributions, des questions. Voilà, j'ai vu une question en bas ici. La personne, quel est le rôle de la communauté internationale pour la résolution de ce conflit? Bon, là, je dirais que c'est déjà répondu. Bon, c'est pas. C'est déjà répondu. Voilà. Il y a aussi une autre question qui a été posée par M. Sen. Il a demandé est-ce que, bon, il n'a pas dit la Russie, mais je pense qu'il voulait dire est-ce que la Russie, son profil lui permet de régler ce conflit? Voilà. Est-ce que le profil de la Russie lui permet effectivement de régler ce conflit? Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Alors, si vous me recevez, répondez à cette question. Est-ce que vous pouvez répondre, disons, apporter des éléments de réponse à cette question, juste pour 1 minute, encore une fois? D'accord. Moi, je dirais qu'en fait, aujourd'hui, la France, par exemple, ne communique pas avec le Hamas. Les États-Unis d'Amérique, je pense qu'ils ne communiquent pas avec le Hamas. Et donc, du coup, l'avantage que Poutine a aujourd'hui, c'est de à la fois avec Hamas et de communiquer avec l'État d'Israël. Et donc, apporter une pierre à l'édifice pour régler ce conflit peut passer par Poutine. Et pour faire une extension, même par les BRICS. Aujourd'hui, si tu prends l'exemple de la Chine, l'exemple de la Russie, ces 2 puissances-là
peuvent participer à la résolution de ce conflit-là, particulièrement à Poutine. Et donc, du coup, moi, je pense que Poutine a cet avantage-là de pouvoir parler à la fois avec le Hamas et de parler à la fois avec Benjamin Netanyahu. Et donc, du coup, il y a aussi cette idée, et il faut le rappeler, pour moi, c'est important. N'oublions pas que c'est par les BRICS que les chiites et les sunnites ont pu trouver la paix. Et l'Iran et l'Arabie saoudite ont intégré les BRICS. Et donc, du coup, envisageons une fois les BRICS par rapport à Poutine ou bien par rapport à Xi Jinping, la résolution de ce conflit-là puisse être enclenchée et définitivement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout est bien dans le meilleur des mondes. Poutine est en train de cultiver son jardin de paix. Et cet arbre de paix-là peut passer par la résolution du conflit entre l'Israël et les Palestiniens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zitas. Je vais voir d'autres questions. Il y a encore M. Sen qui a posé la question de savoir qu'est-ce qui a causé cette guerre. Bon, ça, c'est déjà répondu. C'était notre première question. Si vous voulez, notre première discussion des causes de ce conflit-là. Voilà, il y a M. Ba qui a posé aussi une question. Il a demandé quel rôle doit jouer l'Afrique, notamment des pays comme l'Égypte, oui, qui même par Occident a été touché par les bombardements de l'Israël. Voilà, donc M. Ba demandait tout simplement quelle pourrait être, si vous voulez, la contribution de l'Afrique dans ce conflit-là, pour surtout aller vers une paix définitive ou une paix durable. Monsieur Gaï, si vous recevez. Oui, je vous reçois. Vous parlez de la contribution de l'Égypte ou de l'Afrique? Bon, il a parlé l'exemple de l'Égypte, mais dans un premier temps, il a parlé de l'Afrique. Oui, vous savez, l'Afrique a une grande contribution à faire à ce type de conflit. Par exemple, si on se réfère au Sénégal, on disait vers les années 70 que le Sénégal était un petit pays, mais une grande diplomatie, à l'image de pratiquement beaucoup de pays africains qui ont participé à la résolution de ces conflits, que ce soit la guerre de 56, le canal de Suez avec Gamal Abdel Nasser ou des officiels sénégalaises, algériennes et béninois et d'autres pays d'Afrique se sont dépêchés en Égypte. Parler avec Gamal Abdel Nasser et parler aux officiels israéliens. Ça aussi, il faut le souligner. L'Afrique a toujours contribué un grand rôle par rapport à la résolution des conflits au niveau du Moyen-Orient, mais aussi dans le monde. Nous avons participé à la première, à la seconde, et ainsi de suite. Donc, par rapport, surtout actuellement, le rôle présent que l'Afrique peut jouer pour ramener les deux parties vraiment à une solution définitive, c'est de tout simplement demander de manière objective que l'armée israélienne tout d'abord arrête ses bombardements au niveau de la bande de Gaza et reprenne les pourparlers et qu'on remette sur la table des négociations la création de ces deux États, malgré qu'il y a une de la part de certains dirigeants du continent. Donc le continent est un peu divisé parce qu'on a vu les Rwandais, les Congolais et d'autres vraiment avoir une autre position, et d'autres, le Sénégal, le Maroc, ainsi de suite. On a vu des pays africains un peu scindés, mais ce qui fait la quintessence de la position africaine, c'est que l'Afrique a toujours vraiment participé de manière objective et directe en envoyant des diplomates, comme ce qui se passe actuellement avec l'Égypte. L'Égypte, certes, joue un double jeu actuellement parce que la position de Al-Sisi est vraiment un peu difficile au niveau de ce conflit-là, parce que lui, donc, on sait ce qui le maintient au pouvoir. Il est en connivence avec les Américains, donc c'est l'administration américaine qui le soutient totalement. Donc, il est obligé aussi de faire les yeux doux à Israël, mais aussi d'avoir une position peut-être un peu proche du Hamas, mais on sait que l'Égypte aussi est fortement affectée par les frères musulmans qui sont vraiment proches
du Hamas. On sait que le Hamas même découle de ses frères musulmans égyptiens là. Donc il y a vraiment quiproquo qu'il y a sur le continent africain par rapport à une position officielle. Aujourd'hui, officiellement, l'Afrique n'a pas une position collective par rapport à ce conflit. Il y a des positions dispersées. Mais les grandes diplomaties comme l'Afrique du Sud, le Nigeria et d'autres ont su faire entendre leur position par rapport à la solution qu'il faut mettre sur la table de négociation pour permettre à ce qu'on débouche sur une résolution de ce conflit-là, c'est-à-dire l'arrêt, la cessation des bombardements aériens menés par l'État hébreu, mais aussi la cessation des incursions du Hamas et du Hezbollah libanais. Donc, le rôle de l'Afrique actuellement est... OK. Merci beaucoup. Merci, M. Ndiaye. On va poursuivre de prendre des participants qui ont des questions à poser et qui ont également des contributions. Je rappelle encore une fois, pour parler, vous aurez juste besoin de cliquer sur la main qui est en bas pour prendre la parole, soit une contribution, tout comme des préoccupations également. Voilà, donc il n'y a plus de questions dans le chat, donc je vais revenir à vous. Chers participants, donc si vous avez des questions, il nous reste encore 18 minutes maximum, en tout cas, pour mettre un terme à cette conférence, si vous voulez, à ce panel. Voilà, bon, peut-être s'il n'y a pas de questions, moi j'ai une question. Hein. La question est de savoir, comme je l'ai dit tantôt, bon, c'est vrai que ce conflit-là, dans un l'ampleur que l'Israël avait et la force que l'Israël avait. Donc, dans un premier temps, je parlais surtout à la fin du 19e siècle. L'Israël n'était pas en état pichon. Mais si vous faites si vous constatez bien, depuis 1948 exactement, puisque la première guerre c'était entre 48 et 49. De 48 à 49, si vous prenez toutes les guerres, donc quasiment c'est chaque fois l'Israël qui gagne. Donc moi je voudrais avoir des explications qui pourraient expliquer cela. D'autant plus que je l'ai rappelé, Israël était un État qui était sur le plan donc, de la population. La Palestine était beaucoup plus, si vous voulez, avait plus de force humaine que l'Israël. Mais malgré tout ça, donc c'est à chaque fois qu'il y a un conflit. Parce que je me rappelle, je prends un conflit, par exemple, le conflit qui est passé de 48 à 49, c'était un conflit entre l'Israël et les coalitions d'États. Il y avait la Jordanie, l'Israël, l'Irak et la Syrie, je crois même l'Égypte était dedans. C'est eux qui ont fait une coalition pour combattre l'Israël. Mais malgré cela, l'Israël a gagné. 67 aussi, la guerre des 6 jours, c'était pareil. 2000, comment dirais-je, la guerre de 1973, la guerre de Kippour aussi, pareil. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a en tout cas un conflit entre l'Israël et la Palestine, donc c'est le plus souvent on voit que c'est l'Israël qui sort vainqueur. Je voudrais avoir des éléments explicatifs qui pourraient expliquer cela. Zeddash. Écoutez, vous savez, la civilisation juive, en fait, est une civilisation qui est intelligente. En fait, les Juifs, on leur connaît par rapport à leur intelligence, par rapport au fait qu'ils ils ont une maîtrise du monde, en fait. Aujourd'hui, si tu prends l'exemple des États-Unis, aujourd'hui, les Juifs aux États-Unis ont une capacité considérante dans ce qui se passe aux États-Unis, dans la politique américaine. Aujourd'hui, beaucoup de partis sont financés par les Juifs, et même dans le monde occidental. Aujourd'hui, les plus grandes entreprises, selon certains articles, sont financées ou bien sont détenues par des Juifs, pardon. Et du coup, au-delà de cela, vous prenez l'exemple de la première puissance mondiale. Aujourd'hui, la première puissance mondiale est derrière Israël et les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique sont derrière ce pays-là. Et donc, du coup, ils sont financés. En fait, le budget, ils sont financés
militairement, ils sont dotés d'armes sophistiquées, modernes. Donc aujourd'hui, tout le monde sait que cette coalition arabe-là, en 1948, qui avait mené une guerre contre l'État d'Israël, en fait, l'Israël n'avait aucune chance de gagner. Mais moi, je l'avais dit dès le début, je dis que le premier soutien, le premier pays qui a soutenu Israël, ce n'était pas les États-Unis, c'est l'URSS de Staline. Et donc, du coup, après, les États-Unis d'Amérique sont venus et ils ont soutenu ce pays-là. Et donc, du coup, aujourd'hui... le communisme. Vous voyez, donc c'est un peu paradoxal. Et donc, du coup, moi, je pense que si Israël, aujourd'hui, parvient à gagner ces guerres-là, c'est le fait qu'il a été soutenu par la première puissance mondiale. Il y a autre chose aussi. Vous avez dit que, bon, et ça, c'est intéressant. Vous avez dit qu'avant que Ben Gourion proclame l'État d'Israël, les Palestiniens arabes étaient beaucoup plus nombreux que les Juifs présents à cette époque-là. Mais est-ce que vous savez, après la guerre de 6 jours, 1967, c'est là où la colonisation juive sioniste a commencé. C'est-à-dire quand ils ont pris ces territoires-là, comme Cisjordanie, Gaza, une partie du canal de Suez et tout, mais ils ne sont pas partis. Sahel est resté. Et donc, du coup, puisqu'il n'y avait pas une forte population israélienne, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Parlement israélien a voté une loi qui dit tous les Juifs à cette époque-là qui veulent venir et qui veulent avoir un statut de Juifs ou d'Israéliens, ils peuvent venir. Et donc, du coup, c'est cette époque-là, beaucoup de Juifs encore sont venus en Israël. Et donc, du coup, ils ont occupé ces territoires-là, comme la Cisjordanie, comme ces territoires-là bon, la Nakba, après la Nakba, en fait. Et donc, du coup, les Juifs ont su comprendre qu'il y avait cette bataille au-delà militaire, il y avait une bataille démographique. Et donc, du coup, ils ont su occuper ces parties-là, en fait, ces parties qui occupaient par l'armée Sahel. C'est après, bon, après qu'ils ont eu à se retirer, mais les Juifs sont restés, ils sont restés. Et donc, du coup, juste pour dire qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, juste pour dire, si Israël parvient à battre en 6 jours une coalition de pays organisés, c'est parce qu'il y a un soutien inconditionnel des pays occidentaux, particulièrement la puissance, c'est-à-dire l'État gendarme. C'est juste ça. Merci pour la réponse. Donc, comme c'est déjà, si vous avez aussi des éléments de réponse, 2 minutes, peut-être en attendant nos participants pour poser des questions. C'est déjà, si vous me recevez. Les raisons qui pourraient expliquer en tout cas la victoire de l'Israël à chaque fois qu'il y ait une guerre entre l'Israël et la Palestine. Bon, comme vous le savez, comme l'a dit Julas, donc il est important de souligner que Israël a toujours obtenu l'aide soviétique et l'aide américaine. Donc dès que le foyer national a été créé et la proclamation de l'indépendance en 1948 avec Ben Gourion, oui, donc Israël n'avait pas d'armée bien constituée, ni des armes, ni des avions. Il est important de souligner aussi que la plupart des avions de chasse et des avions de guerre conduits à cette époque par l'armée israélienne, les pilotes étaient des Américains ou bien d'autres nationalités anglaises ou d'autres nationalités. Donc, il est important de souligner cela parce qu'au début, Israël n'a pas eu le monopole de cette puissance parce qu'être envahi par plus de 6 ou 5 États arabes, donc il n'est pas évident de se défendre tout seul. Israël a toujours eu le soutien de ces États-là, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, au début l'Union soviétique, ainsi de suite. Mais à un moment donné, l'Union soviétique a arrêté son soutien en comprenant tout simplement que le jeu qui se pose actuellement dans ce Moyen-Orient risque d'aller vers la déstabilisation de cette zone, mais aussi de toucher à la Russie.
si je peux extrapoler en parlant de l'OTAN, vous avez vu l'OTAN, ses frontières s'étaient arrêtées dans les années 90. On pensait que l'OTAN n'allait pas progresser vers la Russie, mais actuellement l'OTAN est aux portes de la Russie. Donc pour en revenir à ce conflit, donc l'État hébreu a toujours eu le soutien de ces grandes puissances-là sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique pour asseoir sa stratégie d'autodéfense et de défense envers ses voisins. Donc, c'est pourquoi le canal de Suez, donc Suez a été pratiquement, le Sinaï a été occupé pendant longtemps par l'armée israélienne. Donc, le Golan libanais et syrien, donc, qui servent de château d'eau pratiquement au niveau de cette zone, est toujours sous occupation israélienne, parce qu'Israël menace de frappe préventive contre ces États-là. Donc, il est important de souligner que la puissance israélienne a été symbolisée par le fait que les deux grands à l'époque l'ont soutenu, mais actuellement, cette puissance, ce sionisme est soutenu par toujours ces Occidentaux-là qui défendent Ourdi et Orbi Israël, ce qui est tout à fait normal. Moi, ça ne me dérange pas, mais ce que je dénonce, c'est que le fait que ces Occidentaux-là ne puissent pas voir de l'autre côté qu'il y a une population gazaouie qui souffre, qui est exterminée, qui subit des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des effacements ethniques. Personne ne le dénonce. Actuellement, certes, il y a des remous, les gens sont en train de se rendre compte que ce que l'État hébreu est en train de faire en Palestine est catastrophique. Donc, cette puissance-là qu'on a dédiée à Israël n'empêche qu'Israël, à un moment donné, lors de la guerre, après la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour, s'est rendu compte de la nécessité de négocier. Sinon, on ne peut pas se mettre à dos plus de 2 milliards de personnes, parce qu'on sait que les musulmans sont solidaires envers la population palestinienne. Donc, cela a conduit à Israël à reconsidérer sa position, mais dès que ces extrémistes, donc ces extrémistes terroristes même sont arrivés au pouvoir, à savoir Benjamin Netanyahu, le Likoud et Ehud Barak. Donc c'est jusqu'aux boutistes qui pensent qu'il faut éradiquer pratiquement la bande de Gaza et récupérer ces terres-là, et après prendre la Cisjordanie, et après s'attendre vers la Syrie, jusqu'en Arabie, prendre le Sinaï. Donc ces extrémistes juifs-là sont en train de conduire l'État hébreu vers une situation catastrophique qui risque de plonger pratiquement ce monde-là vers une guerre à grande envergure. Merci. Alors, Zilda, si vous me recevez, bon, il nous reste encore 7 minutes pour pouvoir mettre un terme à cette discussion. Je demandais tout simplement, Zilda, si vous me recevez, vous pensez qu'on tend vers le même scénario, c'est-à-dire on va encore assister à la victoire d'Israël, selon vous? Non, moi je ne pense pas. En fait, Israël a gagné les guerres contre les pays. Là, en fait, on n'était pas dans ces guerres asymétriques-là. On était dans une guerre classique. Et là, c'est différent. Là, on a un mouvement de résistance qui est organisé et qui réfléchit, qui a des moyens. Il y avait ce mur-là, ce mur de la honte. Ce mur qui était indestructible, en fait. Mais le Hamas l'a détruit complètement. Ils sont entrés sur le territoire israélien. En fait, juste pour dire que ce n'est pas la même chose. Actuellement, entrer sur Gaza, où il y a des souterrains, des tunnels, ce sera difficile de combattre le Hamas. C'est très difficile. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, depuis le 7, il n'y a pas eu de raid terrestre. Il n'y a que des bombardements. Aujourd'hui, comment vous pensez que le Hamas va juste faire ses actes de terrorisme, même si je ne considère pas le Hamas comme un mouvement terroriste, je le dis et je le répète, et ne pas se préparer en conséquence? C'est totalement impossible. Aujourd'hui, il y a une préparation de guerre tellement peaufinée sur Gaza et que ces combattants-là sont en train d'attendre de pied ferme Sahel, l'armée israélienne. Et donc, du coup, aujourd'hui, s'il y a cette réticence-là à l'égard cette résistance Sahel pour entrer sur Gaza, c'est parce qu'ils sont dans cette réflexion
instantanée, quotidienne, pour se dire que voilà, si on entre sur Gaza, pardon, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces soldats-là? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec nos otages? Qu'est-ce qu'on va faire avec les mines, les obus? Tout est calculé. Donc, moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, cette guerre-là va être gagnée par le Hamas. Ce que je condamne et ce que je vais déplorer après, c'est que les victimes palestiniennes vont mourir. En fait, la barbarie va s'imposer, en fait, la barbarie occidentale va s'imposer et beaucoup de victimes vont mourir. Actuellement, beaucoup de victimes sont en train de mourir. Mais imaginez s'il y a cette guerre-là, beaucoup de gens vont mourir. Parce qu'au-delà même du Hamas, cette stratégie que le Hamas fait, moi je ne l'aime pas. Et les Palestiniens sont aussi victimes en fait, du mouvement Hamas, parce que le mouvement Hamas les prennent comme otages. Aujourd'hui, imaginez si vous entrez dans une zone où il y a les habitants et il y a les terroristes. Vous allez tuer qui? Vous allez tuer qui? Vous allez tuer tout le monde. Après, ça va être en fait, ça va être une dinguerie, une tuerie totale. Et donc, du coup, après, les médias occidentaux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que c'est des dégâts collatéraux, etc., etc. Alors que Sahel sait très bien, une fois entré sur Gaza, mais ce sera une guerre meurtrière, très meurtrière. Les gens vont mourir. Et je vais vous dire, Hamas s'est préparé, c'est très bien préparé. Voilà. Donc Israël n'a aucun... Merci Zil. Je vais retourner à Mzendaï pour la dernière intervention. Je rappelle encore une fois que dans 2 minutes, on va mettre en terme à ce panel depuis 16 heures. Donc, voilà, donc on tend vers la fin. Voilà, donc je vais poser la même question à vous aussi, M. Ndiaye. Est-ce que vous partagez le même avis que Zildas? Je l'ai demandé tout simplement, est-ce qu'il fallait s'étendre le même scénario, c'est-à-dire la victoire de l'Israël? Donc, vous pensez que l'Israël va gagner ou bien vous soutenez dans cette situation, je pense qu'on ne peut pas parler de victoire ou de défaite. Parce que comme vous l'avez dit tantôt, parce que le Hamas, c'est un mouvement de libération, ou un mouvement terroriste, ou n'importe quel mouvement. Donc, ne n'use pas de guerre conventionnelle, c'est-à-dire 2 États qui se font face à face. C'est des groupes hostiles qui s'organisent, qui mènent des guérillas urbaines, donc au niveau de la bande de Gaza, et il est très difficile de parler de victoire. Est-ce que les Américains ont gagné en Afghanistan? Est-ce que les Américains ont gagné au Vietnam? Est-ce que l'OTAN a gagné en Libye? Est-ce que actuellement dans le Sahel, on a su se défaire de ces forces terroristes? Donc, vous dire tout simplement qu'il est très difficile de mettre en place un système qui va permettre à l'État hébreu d'en venir complètement à ces groupes combattants du Hamas. À moins que l'État hébreu extermine toute la population de la bande de Gaza, comme ce que certains officiels israéliens sont en train de dire, en traitant ces gens-là d'animaux, je ne sais pas, de tous les noms d'oiseaux. Donc, pour vous dire, si l'État hébreu use de ces moyens-là, ou use de sa bombe atomique peut-être, ils vont déstabiliser ou pratiquement éradiquer toutes les populations de cette zone. Et l'État hébreu n'est pas assez bête pour user de ces moyens-là, parce que la communauté internationale, le monde arabe qui est là en train de suivre cette situation, et l'Iran qui est prêt à entrer en conflit. C'est pourquoi les Américains se sont dépêchés, donc les Chinois et les Russes ont mis en branle pratiquement leurs forces aériennes et navales. Donc il est extrêmement difficile de parler de victoire ou de défaite. C'est une situation qu'on doit régler à l'amiable, c'est-à-dire créer 2 États, l'État israélien qu'on respecte et l'État palestinien qu'on doit respecter aussi et accepter la création de leur État, tout simplement. C'est ce qui peut amener la paix au niveau de cette zone. Mais si on prend le risque de continuer ces opérations jusqu'à entrer dans une guerre à grande envergure, donc que Dieu nous protège. Merci, que Dieu nous protège. Merci. Que Dieu nous... Allez-y, Zildas. Bon, allez-y. Juste pour dire qu'il y a aussi une autre stratégie. On l'avait dit, mais on l'a juste effleuré.
en fait, c'est le fait qu'il y a une autre stratégie israélienne. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'idée, c'est une épuration ethnique. L'idée, c'est de foutre tous les habitants, tous les Palestiniens qui sont à Gaza vers l'Égypte. En fait, c'est ça l'idée, en fait. Raison pour laquelle Al-Sisi, je ne sais pas, heureusement qu'il a eu conscience de cette idée machiavélique des Juifs. En fait, le fait de sortir toute la population de Gaza et de les amener vers l'Égypte. Après, ils vont dire qu'ils ont éradiqué le Hamas. Après, ils vont rester sur Gaza. Donc, c'est ça l'idée. Raison pour laquelle beaucoup de Palestiniens ont compris cela et ils sont restés. Ils ont refusé de partir. Merci, désolé et merci beaucoup. On a trop parlé. Alors, voilà, bon. On est arrivé au terme de notre conférence. Je ne sais pas ce que j'avais dit tantôt, si c'était entendu. J'ai comme l'impression que quand je parlais, les micros n'étaient pas allumés. Bon, c'était juste pour remercier nos conférenciers, M. Ndiaye et Zildas, qui étaient pertinents. Et je pense que vous n'allez pas dire le contraire. Donc, les participants ont assisté à une conférence très pertinente. Je l'ai dit tantôt, l'objectif n'était pas de faire une conférence exhaustive pour revenir à toutes les questions relatives à cette question-là. Mais c'était contrairement de parler des... Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Non. Voilà, donc c'était juste pour remercier. Et je voulais juste vous laisser la parole, juste quelques secondes, une minute, pour donner votre mot de la fin. C'était juste ça. Et après, bon, on va se remercier et se dire à la prochaine fois. Si vous me recevez, vous pourrez prendre la parole pour votre mot de la fin, surtout à cette initiative. Bon, je vous remercie tout d'abord, M. Ibrahim Diatta. Vous êtes quelqu'un de très perspicace par rapport vraiment à ce genre de situation et l'effort que vous êtes en train de faire pour organiser l'âge. Donc, je voulais vous remercier pour ça et vous dire bon courage et remercier tout le monde. Et mon co-débatteur aussi, M. Dulas, vraiment qui a été très pertinent. Donc, je vous remercie tout simplement et vous encourage pour la suite vraiment de ces panels. Merci. Voilà, juste une information sur vous. Je pense que c'est aussi important pour nos participants, surtout les membres de l'association également qui sont ici présents. Bon, je rappelle que, parce que dernièrement, quand on faisait la réunion, c'était effectivement le dimanche passé. J'avais rappelé qu'il y avait une équipe de doctorants en sciences politiques et en relations internationales, géopolitiques, et ainsi de suite, qui avait initié des après-midi de la géopolitique. Je crois bien, c'est ça, M. Ndiaye. Voilà. Donc, il fait partie des initiateurs de cette initiative. Donc, M. Ndiaye, ça c'est comme je l'ai dit lors de cette première édition. Est ouverte à vous. Dernièrement, il y avait votre
ami qui m'avait appelé. Bon, on pourra en parler puisque le dimanche prochain aussi, on a une réunion entre membres du bureau exécutif de l'association. On en parlera très rapidement. Donc, juste pour rappeler aux membres qu'il fait partie des initiateurs. Hein. C'est ce que je voudrais juste préciser. Zilda, si vous me recevez, bon, votre mot de la fin, je sais que vous faites partie de la famille, tout comme M. Ndiaye, mais voilà, vous allez nous dire votre impression relative à ce qui vient de se passer et peut-être qu'il y a des choses à améliorer, c'est tout. Bah, vous savez, moi, j'aime bien ces mots-là et je vais continuer à les dire. La circulation de la pensée, de la connaissance doit être facilitée par la discussion. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas se défaire de cela. On est des politistes, on est des sociologues. Donc, l'idée, c'est de discuter de ce qui se passe actuellement et de proposer des alternatives liées aussi à nos réalités socio-culturelles, mais aussi ne pas s'enfermer. Parce que si on s'enferme, on ne parvient pas à comprendre l'autre. Et donc aujourd'hui, tout le monde, en tant que politiste, nous devons nous inscrire dans cette logique de compréhension d'autrui et d'être tolérant. Moi, je pense que tu es en train de faire un excellent boulot sur l'élargissement de la science politique, de la géopolitique, de tout, de la connaissance. Et c'est ça qui est important. L'idée, c'est d'emmagasiner beaucoup de choses et de les partager. Et je pense que cela est irréductible et inéluctable aussi à la lecture, la connaissance livresque. Tout se trouve dans ça. Bon, même si je lis du tout, mais c'est pas mon centre d'intérêt. Mais c'est quelque chose qui me passionne et je suis obligé de le faire. Moi, je suis beaucoup plus dans la pensée politique. Après tout, bon, on est des politiques et je pense que le propre d'un politique, c'est d'être, si vous voulez, transversal. Ouais, en fait, Aliou Bado Diop nous disait, en fait, la science politique est une... Bon, M. Diatta, excusez-moi, je suis obligé de vous quitter. Je dois donc sortir pour Merci. Je vous en prie, M. Ndiaye, vous pouvez nous quitter. En tout cas, merci encore une fois. Merci beaucoup, merci. Alors, juste une minute, allez-y, terminez. Merci aussi à M. Ndiaye. En fait, je disais que voilà, Aliou Bado Diop disait que la science politique est une discipline carrefour à l'intersection de toutes les disciplines des sciences sociales et sciences humaines. Et donc, nous, en tant que politistes, nous devons nous inscrire dans cette logique d'être des sociologues, des psychologues, des théologues, d'être tout, en fait. Ça, c'est l'exigence même de la science politique. Et je pense que nous devons continuer dans cette logique de partage, de connaissances, de discussion. Et chacun choisit ce qui lui parvient. Et j'aimerais remercier tout le monde et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Je rappelle que la semaine prochaine, nous serons avec les filles. Donc, c'est les filles qui ont en tout cas une conférence qui portera sur le cancer du sein. Voilà, oui. Il y avait une spécialiste, un docteur qui sera là pour pouvoir discuter de cette question-là. Voilà, donc à part ça, remercier tout le monde, hein, parce que c'est aussi la conjonction, la conjugaison de la participation de tout le monde qui a favorisé d'engager cette discussion-là. Bon, pour ma part, j'aimerais vraiment que vous voyez, parce que l'effort qui est en train d'être fait, bon, c'est pas l'effort d'Ibrahima, bon, c'est l'effort de tout le monde. C'est l'effort de M. Ba qui est en train actuellement d'enregistrer. C'est l'effort de d'autres personnes. Hein. Voilà, donc c'est tous les membres de l'association qui sont en train de faire des efforts pour pouvoir aller de l'avant, à chaque fois, surtout voir de nouvelles innovations, c'est ça. Donc nous espérons que nous allons continuer à vous servir, Inch'Allah. Donc d'ici là, bon, je pense que c'est de souhaiter une très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et on se dit, comme l'a dit Zélie, on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Allez, merci beaucoup, merci.